séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions sur le thème « Valoriser la France qui travaille ». Je vous rappelle que la conférence des présidents a fixé à 2 minutes la durée maximale de chaque question et de chaque réponse, sans droit de réplique. Pour le groupe de la droite républicaine, la parole est à monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, à la demande du groupe de la droite républicaine, nous sommes ici pour défendre ceux qui, chaque jour, font avancer notre économie, les travailleurs. Il est temps que nos politiques publiques soient à la hauteur de leur engagement. Tout d'abord, les aides sociales ne doivent pas créer une situation où ne pas travailler rapporte plus que travailler. Il est nécessaire de mettre en place une aide sociale unique, plafonnée à 70% du SMIC, pour garantir un véritable écart avec le travail. Aujourd'hui, un salarié qui accepte une promotion peut voir son pouvoir d'achat baisser. Pourquoi? Parce qu'en franchissant un certain seuil, il peut perdre une aide sociale comme la prime d'activité et cette perte dépasse parfois l'augmentation salariale liée à la promotion. C'est un non-sens total. Résultat, des salariés refusent une promotion par crainte de perdre en pouvoir d'achat et des chefs d'entreprise sont contraints de ne pas récompenser le mérite de leurs employés. Enfin, un mot sur la proposition de loi de mon collègue Vincent Jeanbrun, qui vise à prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux. C'est une proposition qui va dans le bon sens. Aujourd'hui, de nombreux salariés sont exclus du marché locatif privé à cause des loyers trop élevés. Il est insupportable que des travailleurs à revenus modestes se voient refuser un logement social parce qu'ils travaillent. Aussi, Madame la Ministre, j'ai 2 questions. Comptez-vous revoir le mécanisme d'attribution des aides sociales pour éviter qu'elles ne soient un frein à l'ascenseur social et qu'elles pénalisent les salariés qui perdent en pouvoir d'achat en acceptant une promotion? Et comptez-vous inscrire les travailleurs parmi les publics prioritaires pour l'accès à un logement social? Je vous remercie. Merci monsieur Vigier. Madame la Ministre, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir à tous. Monsieur le député, vous posez une question fondamentale qui fait écho à une étude de l'adresse qui a été publiée en janvier dernier et qui montrait un exemple très concret que vous soulevez, monsieur. Une femme qui est au SMIC, qui élève seule ses 2 enfants et qui est locataire, pour voir son revenu disponible augmenter de 100 €, il faudrait que son employeur l'augmente de plus de 750 €. On a ici effectivement la résultante d'un certain nombre d'effets de seuil qui se sont constitués, tant au niveau des allègements généraux, on en a parlé pendant le PLFSS, mais aussi au niveau des différentes aides, en l'occurrence ici revenus d'activité, primes d'activité et également APL. Donc, voilà la situation aujourd'hui. Donc, nous agissons en 2 temps. La première chose qui a d'ailleurs été annoncée par Madame Catherine Vautrin au mois de mars, c'est le pré-remplissage, c'est la solidarité à la source, pour notamment un pré-remplissage des déclarations de ressources, à l'image de ce qui a été mis en place en 2019 sur le logement. Et on continue pour pouvoir un calcul plus automatisé. Mais il faut maintenant poursuivre, et c'est ce qu'a annoncé Catherine Vautrin, c'est cette fameuse allocation sociale unifiée, qui nécessite du temps, parce que nous avons aujourd'hui dans notre pays autour de plus d'une douzaine de minima sociaux, avec des calculs et des bases ressources différentes. Donc ça nécessite du travail, mais c'est clairement aujourd'hui dans l'objectif du gouvernement pour précisément éviter ces effets de seuil et permettre à ce que le travail paye plus. Donc voilà ma réponse. Merci, monsieur le député. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Julien Dive. Merci, madame la présidente. Madame la ministre, parler de la France qui travaille, c'est aussi parler de celles et ceux qui prennent soin des autres. Auxiliaires de vie sociale, assistantes maternelles, accompagnantes d'enfants en situation de handicap ou encore animatrices périscolaires, ces métiers de l'humain qui s'accordent sur le terrain essentiellement au féminin, assurent chaque jour le bien-être de centaines de milliers de personnes. Elles sont plus de 1,2 million à exercer ces professions essentielles
Et pourtant, ces métiers restent sous-payés, précaires et morcelés. 750 à 900 euros par mois pour une AESH, avec un temps partiel subi et des perspectives quasi inexistantes. À peine plus que le SMIC pour une auxiliaire de vie, malgré des journées éreintantes et des trajets jamais comptabilisés. Des horaires discontinus, une fatigue physique et mentale immense, un isolement professionnel qui les prive d'un collectif de travail. Selon une infographie publiée par France Travail en avril 2024, le secteur du soin et de l'accompagnement fait face à des défis de recrutement importants, avec des besoins estimés à 86 000 postes à pourvoir. 350 000 professionnels sont aujourd'hui indispensables pour répondre aux besoins liés au vieillissement de la population et à l'inclusion scolaire. Dans l'aide à domicile, un emploi sur 3 n'est pas pourvu, faute de conditions de travail acceptables. Ces métiers n'ont pas besoin de reconnaissance symbolique, mais de mesures concrètes, mesurables et tangibles, c'est-à-dire revaloriser des rémunérations et revoir les grilles salariales, prendre en compte l'intégralité du temps de travail, y compris le temps de trajet et de préparation, garantir des temps pleins, permettre plus de travail en équipe, créer des espaces d'échange et de formation. Valoriser la France qui travaille, c'est garantir que celles et ceux qui s'occupent des autres puissent aussi vivre dignement de leur métier. Valoriser la France qui travaille, c'est refuser que ces métiers soient considérés comme des emplois de second ordre, alors qu'ils sont essentiels à notre société. Madame la ministre, comment comptez-vous donner une reconnaissance à ces travailleurs et travailleuses qu'ils méritent, en leur offrant un nouveau statut, un vrai statut, une rémunération décente et une stabilité à la hauteur de leur engagement? Je vous remercie. Merci, Monsieur Dive. Madame la ministre. Merci. Monsieur le député Dive, vous pointez des vraies questions. Voilà. Et je serai en principe, en tant que ministre sur le banc, là pour vous dire que des choses ont été faites. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites au niveau de la revalorisation des avenants. Il y a dans un certain nombre de choses, il y a une campagne de recrutement aussi en termes de valorisation des métiers du lien qui a été mis en place. Il y a la loi Bien vieillir qui a été ici une proposition de loi venant de l'Assemblée nationale qui a également prévu un fonds de soutien à la mobilité des aides à domicile pour aussi favoriser des bonnes pratiques autour de l'organisation du temps, de l'autonomie, le partage des bonnes pratiques, de la prévention et également la création d'une carte professionnelle. Mais nous sommes bien conscients que ce n'est pas suffisant parce que, en particulier sur les aides à domicile, elles ont un taux de pauvreté alors qu'elles travaillent de 18%, alors que le taux de pauvreté est autour de 8% aujourd'hui. Donc il y a un véritable sujet, essentiellement dû à ce qu'on appelle le temps partiel subi. Ce sont des femmes qui cumulent un salaire horaire qui est bas, avec un temps partiel qui est subi alors qu'elles ont des amplitudes horaires importantes le matin et le soir. Nous avons demandé à l'IGAS, suite à la conférence sociale sur les bas salaires qui a été organisée en octobre 2023, un rapport sur le temps partiel subi. Et nous souhaitons aujourd'hui, et je souhaite en tant que ministre du Travail, que les partenaires sociaux puissent s'en saisir pour pouvoir regarder cette question et nous proposer des solutions précisément sur ce sujet qui concerne pour le temps partiel subi à 80% les femmes de notre pays. Merci, monsieur le député. Merci, madame la ministre. La prochaine question est posée par monsieur Michel Herbillon. Merci beaucoup, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. À l'occasion d'une audition au Sénat il y a quelques semaines, Florent Menegaux, le PDG de Michelin, a tiré la sonnette d'alarme sur le manque de compétitivité des entreprises françaises et a notamment pointé l'écart entre le salaire brut et le salaire net perçu par les salariés en France. Je souhaite tout d'abord rappeler une évidence. Pour que le travail soit valorisé, il faut que le travail paye. Malheureusement, les Français constatent une très grande différence entre ce qu'ils perçoivent en net après impôt en comparaison du coût total versé par leur employeur. Ainsi, le simulateur proposé par l'URSSAF, basé sur la situation d'une personne célibataire sans enfant ni patrimoine, permet de se rendre compte de l'ampleur de cet écart. Ainsi, au niveau du SMIC, 1 404 € net par mois, certes pas d'impôt sur le revenu, mais un coût total employeur supérieur d'un tiers, soit un surcoût de près de 500 € par mois. Au niveau du salaire mensuel médian de 2 036 € net, l'impôt sur le revenu ramène ce salaire à 1 949 € pour un coût employeur de 3 385 €, soit un coût 73% plus élevé que le salaire net perçu par le salarié. Bien sûr, ces cotisations salariales et patronales
permettent le financement de notre protection sociale. Mais nous voyons bien à quel point le coût du travail demeure élevé en France, au détriment des travailleurs, mais également des entreprises qui perdent en compétitivité. Un coût du travail qui est d'ailleurs exponentiel sur les rémunérations qui dépassent le salaire médian, ce qui a pour conséquence de ne pas inciter les employeurs à augmenter les rémunérations de leurs salariés. Madame la ministre, cela fait des années que l'on évoque la nécessité absolue de rapprocher le salaire brut du salaire net. Il est temps, Madame la ministre, d'arrêter les incantations et d'agir. Qu'allez-vous faire pour résoudre cette situation et ainsi valoriser le travail? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre. Merci, monsieur le député. Vous pointez ce qui est en train de devenir un vrai handicap français. Et je vous invite vraiment, et j'invite tous les députés qui sont présents ce soir et qui s'intéressent à la question du travail et du travail, à regarder cette étude qui a été faite par l'adresse, publiée en janvier 2025, sur la protection sociale en Europe en 2023, et qui montre que la France a une particularité, qui est que, effectivement, le travail finance de manière anormalement élevée par rapport aux pairs européens, par rapport aux pays de l'Union européenne, la protection sociale. Et nous avons effectivement une des cotisations employeurs, même après les allègements généraux qui sont les nôtres, qui ont fait débat pendant le PLFSS, qui sont parmi les plus élevés dans le financement de la protection sociale. Même chose pour les cotisations sociales salariées. Donc ce que vous pointez, vraiment cet écart aujourd'hui entre le brut et le net. Et ça, c'est un véritable sujet. On a commencé à travailler sur ce sujet, notamment depuis... Excusez-moi, j'ai voulu chercher un petit peu cette étude que je vous recommande véritablement parce que, encore une fois, elle montre la spécificité. On a commencé à vouloir corriger, notamment en supprimant les cotisations salariales maladie et chômage en 2018, en supprimant les cotisations salariales sur les heures supplémentaires, des baisses des cotisations des travailleurs indépendants. Ce sont des choses que nous avons faites. Mais je pense qu'il va y avoir à un moment donné une réflexion d'ensemble pour peut-être se dire que ce qui est financé par le travail doit être associé au risque du travail, c'est-à-dire les retraites, l'assurance chômage, les accidents du travail. Aujourd'hui, le travail finance aussi des protections qui sont universelles, telles que l'assurance maladie, telles que la famille. Et je pense qu'une des premières peut-être étapes de réflexion, c'est que le travail doit d'abord financer les prestations contributives associées au travail et non pas les protections universelles. Merci Madame la Ministre. Et dernière question pour le groupe de la droite républicaine, Madame Josiane Cornenou. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le travail est le socle, le ciment de notre société. Il est à la base de notre contrat social. Sans les revenus issus du travail, il n'y aurait pas de protection sociale. Il est nécessaire de réaffirmer la primauté du travail sur l'inactivité et de mettre un terme au scandale du phénomène des travailleurs pauvres qui se développe en France, surtout dans les grandes métropoles où se loger coûte très cher. Ces travailleurs devraient d'ailleurs être prioritaires lors de l'attribution des logements sociaux. Nous avons le devoir de créer un écart suffisamment conséquent entre le montant du salaire net perçu par le salarié et celui des aides sociales versées à celui sans activité professionnelle pour qu'enfin il devienne beaucoup plus incitatif de travailler que de ne pas travailler. Pour que cet écart soit significatif, il convient en premier lieu de plafonner le cumul des aides sociales avant, dans un second temps, de réunir celles-ci en une aide sociale unique. En substituant au versement en silo des différentes aides l'attribution d'une allocation unique plafonnée à 70% du SMIC, il serait possible de réaliser d'importantes économies que nous avons évaluées à 7 milliards d'euros et qui autoriseraient la diminution des cotisations salariales pour accroître le salaire net. Mais ce vaste et complexe chantier administratif très ambitieux requiert un travail préparatoire d'ampleur et la mise en place d'une parfaite coordination entre l'État, les départements et les organismes sociaux. Cela nécessite notamment d'agréger toutes sortes de données avant de parvenir à une simplification du système. Grâce à la retenue à la source, il est désormais possible de verser en une seule fois l'ensemble des aides sociales auxquelles chaque contribuable est éligible. La fiabilisation des données des déclarations de ressources des allocataires conditionnera la réussite de cette réforme permettant de valoriser la France qui travaille. Néanmoins, le risque de fraude existe. La Cour des comptes n'évalue-t-elle pas à 1 € sur 6 de RSA et 1 € sur 5 de prime d'activité versées à tort à titre définitif?
Il faut mettre fin à ce gaspillage d'argent. Quelles mesures et outils proposez-vous, par conséquent, à même de fiabiliser les données de ces déclarations de ressources? Un récent rapport sénatorial préconisait le retour à des logiciels de paye labellisés et un renforcement des contrôles. Y êtes-vous favorable? Merci, Madame Cornelou. La parole est à Madame la ministre. Madame la députée, vous me posez une question si je suis favorable à la lutte contre la fraude. Évidemment, je suis favorable à toute lutte contre la fraude d'1 euro public. Merci pour votre question parce que vous rappelez vraiment d'abord l'étape en 2 temps, effectivement le pré-remplissage qui va permettre justement de lutter contre la fraude, mais également de lutter contre les trop-perçus, qui est la première étape absolument indispensable avant un travail de longue haleine visant à l'unification aujourd'hui des 15 minima sociaux qui ont été calculés au fil du temps sur des bases ressources différentes, sachant que sur les 15 minima sociaux, il y en a 3 qui représentent à peu près 80% aujourd'hui des sommes versées. C'est principalement le RSA, la prime d'activité et l'APL. Et donc on pourrait tout à fait, mais ça c'est aussi des discussions à avoir, commencer par ces 3 premières pour ensuite avancer sur les autres. Et ça nécessite, vous avez tout à fait raison, une très grande coordination, pas simplement entre les différentes caisses, mais aussi avec les collectivités territoriales, et je pense en particulier au département. C'est vraiment un chantier sur lequel Madame Catherine Vautrin a indiqué qu'elle souhaitait s'investir pleinement, parce que c'est absolument la clé pour faire que le travail se rémunère beaucoup plus et que la justice, que notre protection sociale soit également cible là où sont les besoins. Merci. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe écologiste et social, la parole est à Madame Sophie Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite vous poser une question sur la situation des salariés du nettoyage suite à la proposition de loi que j'ai posée, qui a été adoptée par la Commission des affaires sociales, mais qui n'a pu être débattue lors de la niche écologiste, faute de temps. Ces travailleurs et travailleuses sont pourtant essentiels au beau fonctionnement de la société. Elles sont particulièrement touchées par la question des bas revenus. La plupart sont des femmes, souvent en situation de monoparentalité, de plus de 50 ans et d'origine étrangère ou immigrée dans certaines régions. À ce titre, elles sont au croisement de plusieurs facteurs d'inégalité et de discrimination. La faiblesse des salaires dans le secteur du nettoyage est due à la prévalence des temps partiels courts et contraints, avec des durées hebdomadaires sous le seuil des 24 heures, à des plages horaires de 3 heures de travail discontinues, tôt le matin ou tard le soir, qu'on appelle horaires atypiques. Ces horaires ne sont pas reconnus ni par la loi ni par la convention collective. Notre droit ne les reconnaît pas. Pourtant, les horaires atypiques des salariés du nettoyage ont de graves conséquences sur leur vie sociale et familiale. Comment être présente pour ses enfants, nouer des amitiés, pratiquer la langue française lorsqu'on travaille si tôt ou si tard. Par ailleurs, les conséquences sont également extrêmement dangereuses pour la santé. Il est démontré qu'elles sont quasiment équivalentes à celles du travail de nuit. Aujourd'hui, alors que les entreprises de propreté sont très profitables, ces salariés ne bénéficient d'aucune compensation. Madame la Ministre, ce sont ces salariés que nous devons valoriser davantage. Cela passe par une meilleure reconnaissance de leur travail, de leurs revenus, une amélioration globale de leurs conditions de travail. Il faut, selon le principe très important, reconnu par le droit français et international, adapter le travail à l'humain et non l'humain au travail. Que comptez-vous mettre en place pour améliorer enfin la situation de ces salariés, alors que M. Macron s'y était fermement engagé après le Covid et qu'il ne s'est rien passé? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Madame la députée. Effectivement, c'est un sujet qui a été débattu en commission des affaires sociales, qui aurait pu être débattu aussi lors de la niche écologiste. Et ce type de travail concentre finalement toutes les difficultés du monde, j'ai envie de dire. Et vous l'avez bien souligné lors de votre question. Depuis 2008, l'État s'est fixé des objectifs clairs pour promouvoir des conditions de travail décentes dans ce secteur, en particulier le
travail en journée et en continu, à l'image des pays scandinaves, par exemple, où il n'y a aucune difficulté à voir dans les bureaux des femmes faire le ménage, alors qu'en France, on a tendance à les invisibiliser. Votre question porte aussi peut-être plus particulièrement sur la circulaire qui a été publiée le 16 mars 2022 et qui rappelle nos engagements et qui les renforce. Elle insiste sur le rôle moteur de l'État en tant qu'acheteur public, avec deux priorités: des temps de travail continus sur un même site ou sur des sites très proches. Et je tiens à vous souligner que le ministère du Travail et les ministères sociaux se sont engagés dans cette démarche, et également des prestations en présence des occupants pour limiter les horaires décalés. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans les ministères sociaux. Et les résultats sont déjà visibles, bien au-delà des ministères sociaux. La direction des achats de l'État montre que près de 2/3 des sites aujourd'hui pratiquent le travail en journée et 83% le travail en continu, et plus de la moitié combine ces deux approches. Cela veut quand même dire que certains sites ne le pratiquent pas, et ce qui veut dire qu'il faut qu'on continue. État, collectivité territoriale, le travail ne s'arrête pas là. Et donc on va continuer à renforcer les mesures existantes et à explorer de nouvelles pistes pour garantir de meilleures conditions de travail. L'étude IGAS sur le temps de partiel subi, sur lequel nous souhaitons aujourd'hui que les partenaires sociaux puissent se saisir, pourrait aussi faire partie des pistes à explorer. Je vous remercie. Madame Taillé-Polian, je vous redonne la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous parlons de la question de la valeur travail et j'aimerais interroger cette notion alors que dans trop de situations, le travail ne respecte pas les corps. Et il cause énormément d'accidents, de souffrances psychiques, qui pourtant pourraient être évitées. La commission chargée d'évaluer le coût de la sous-reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles a fait les comptes l'année dernière et l'addition est extrêmement salée. Elle retient que l'ampleur de la sous-reconnaissance s'étire entre 21 000 et 111 000 cas, ce qui représente un manque à gagner estimé entre 127 et 668 millions d'euros. L'actualisation des études épidémiologiques relatives aux troubles musculo-squelettiques et aux cancers professionnels explique en partie cette augmentation. Madame la Ministre, la situation de la sous-reconnaissance ne va pas s'améliorer d'elle-même. Nous devons assumer des orientations politiques et budgétaires ambitieuses pour perfectionner la traçabilité des risques professionnels d'une part et d'autre part assurer une meilleure information pour les personnes victimes qui, encore trop souvent, ne connaissent pas leurs droits. Enfin, la question de la sous-reconnaissance ne doit pas nous exonérer de l'urgence d'agir en amont. Suite notamment aux politiques mises en œuvre depuis 7 ans, la médecine du travail, l'inspection du travail ont été fragilisées et encore aujourd'hui, la formation des professionnels de santé est notoirement insuffisante sur cette question, alors que nous devrions octroyer de vrais moyens dédiés à la prévention primaire pour les salariés, mais également à destination des employeurs qui n'ont pas toujours connaissance ou ne veulent pas appliquer les obligations qui leur incombent. Madame la Ministre, le nombre d'accidents du travail mortels, plusieurs centaines chaque année. Les maladies professionnelles augmentent, elles aussi. Les accidents sont sous-déclarés. Que comptez-vous faire pour agir enfin en profondeur sur le sujet de la santé au travail dans ce pays? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Madame la députée. Donc, en lien avec les préventeurs et les partenaires sociaux, le ministère du Travail porte plusieurs plans visant à renforcer structurellement la culture de prévention en entreprise et notamment en accompagnant les TPE-PME. Il y a des actions fortes qui ont été déployées pour lutter contre les accidents graves et mortels qui, comme vous l'avez rappelé, sont encore très nombreux dans notre pays. On a un plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels qui porte 27 mesures phares qui ciblent les publics les plus vulnérables, les jeunes, ceux qui travaillent dans l'intérim, les nouveaux arrivants et les travailleurs détachés. Et ce plan prévoit des actions de sensibilisation, de formation, le renforcement des mesures de prévention, le développement d'outils de reconnaissance et puis également des actions ciblées de l'inspection du travail. Le 3 février dernier, j'ai également réuni le Conseil national d'orientation des conditions de travail. J'ai demandé à Bernard Thibault et à Madame Dominique Carlac, qui présidait cette charte sociale pendant les JO, de tirer les enseignements de la très faible accidentologie qui a été diminuée
par 4, divisé par 4 pour tout ce qui a été préparation des grands sites de JO, pour en tirer, comme je le disais, enseignement, et créer un groupe de contact qui va maintenant travailler avec les branches qui sont les plus accidentogènes, les plus gravement accidentogènes en termes d'accidents graves et mortels. Et ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on va travailler. L'incitation des donneurs d'ordre public également à intégrer à leur politique d'achat responsable, le renforcement de la coopération entre les services judiciaires et l'inspection du travail, ça c'est un point extrêmement important et qui a été demandé également par les associations comme les partenaires sociaux, et puis la création d'une équipe analyse accident du travail composée de préventeurs et d'agents de contrôle placés auprès de la Direction générale du travail afin d'identifier les causes et de toujours proposer des solutions. Donc voilà pour ce que nous faisons, et je dois dire que les conclusions de ce fameux conseil ont été saluées par les partenaires sociaux et les syndicats en particulier. Merci. Merci Madame la Ministre. Alors, pour le groupe Les Démocrates, je donne la parole à Monsieur Mickaël Cosson qui posera donc 2 questions. Merci Madame la Présidente. Pour faire court, je mettrai les 2 questions en une intervention pour essayer de gagner un peu de temps. Et je voudrais tout d'abord attirer l'attention sur le fait que la thématique que je voudrais employer, ce n'est pas tant valoriser la France qui travaille, mais c'est valoriser la période où l'on travaille en France. Car, je vais m'expliquer, depuis plusieurs années désormais, nous entendons souvent parler de cette période comme un tunnel dans lequel nous y allons à la sortie de sa scolarité et dans lequel nous en sortirons que lorsque nous arriverons à l'âge de la retraite. Je crois que cette période qui, aujourd'hui, souvent, on y consacre 50% de sa vie, dans les meilleurs des cas, voire bien plus, quand il nous arrive des malheurs, eh bien, en fait, doit être un moment où on doit le considérer comme un tremplin. Un tremplin pour pouvoir avoir un épanouissement professionnel, un tremplin aussi également pour pouvoir avoir son épanouissement personnel. Or, aujourd'hui, force est de constater que 50 ans après les premières disparitions d'entreprises, la montée du chômage dans les années 60, à partir des années 70, puis ensuite la désindustrialisation qui s'est accélérée ensuite à partir de 2002 en 2016, puisqu'on considère qu'il y a 50% de désindustrialisation sur cette période-là, avec la perte d'attractivité des métiers qu'on peut connaître aussi bien dans la santé, dans la restauration ou dans bien d'autres domaines. En fait, on se rend compte aussi que ces mutations ont fait en sorte que, eh bien, au cours d'une carrière professionnelle, on était amené à exercer divers métiers qui parfois nous étions amenés à changer, épuisés physiquement ou psychologiquement. Et pourtant, lorsqu'on sort de l'éducation nationale ou de sa formation, on est souvent amené à être formé pour son premier métier et quelque part abandonné au fil de l'eau dans sa carrière professionnelle, à devoir retrouver un autre métier pour pouvoir s'épanouir à nouveau. Ma question, c'est: considérez-vous aujourd'hui que la formation ou bien l'éducation ne doit pas muter comme la société l'a fait, pour que justement on puisse avoir un accompagnement tout au long de sa carrière et connaître l'épanouissement tout au long de sa carrière sans connaître l'épuisement? Et l'autre sujet, c'est aussi par rapport à la temporalité qu'on y accorde au travail, à savoir finalement aujourd'hui nous sommes contraints dans plusieurs des cas. Au début de sa carrière, quelque part, et tout au long de sa carrière, on est contraint avec un nombre d'heures par semaine, et puis ensuite, au long de sa carrière, contraint avec un nombre d'années minimal. Pourquoi ne pas redonner de la souplesse à nos jeunes qui permettent de pouvoir s'épanouir à leur travail et de travailler à davantage lorsque les contraintes ne sont pas là, de pouvoir moduler son mode de travail lorsqu'il en a besoin pour soit s'investir dans sa famille ou bien dans le domaine associatif, et surtout aussi à nos seniors lorsqu'ils arrivent au bout de leur carrière, plutôt que de passer de 35 heures à 0, qu'ils puissent également permettre de pouvoir non seulement au fur et à mesure diminuer leur temps de travail, tout en ayant un rôle dans la société. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ces 2 questions, la transformation de la formation et de l'éducation pour accompagner l'épanouissement professionnel, et l'autre point, comment faire pour que justement ces modalités soient en partie présentes pour tenir compte des mutations de la société. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, de démondialisation, de décarbonation. Et si on veut parler à nouveau être acteur de notre essor plutôt que spectateur de notre déclin, je crois qu'il va nous falloir accéder et à amener des mutations. Merci, Monsieur Cosson. Madame la Ministre, pour la réponse aux 2 questions, s'il vous plaît.
Merci, monsieur le député. Écoutez, vous parlez de cette question fondamentale de la formation tout au long de la vie. Je vous invite d'ailleurs à regarder une étude du Conseil d'analyse économique qui va sortir début mars sur Objectif Plein Emploi et qui montre que sur la formation des jeunes, malgré la révolution culturelle de l'apprentissage en France, on a encore un taux très important de jeunes qui ne font que des études par rapport aux Allemands ou aux Britanniques qui arrivent vraiment à mixer, même au-delà de l'apprentissage, études et pratiques professionnelles. Il y a des efforts quand même qui ont été faits en France. On a parlé de l'apprentissage, le CPF aussi, hein, et maintenant je pense que l'enjeu du CPF, du compte personnel de formation, c'est aussi que ça s'intègre dans la politique des ressources humaines pour que les ressources humaines, les entreprises puissent abonder également les formations proposées à leurs salariés. Des progrès sur le CPF restent à faire pour que la qualité des formations puisse aussi être plus en adéquation avec les besoins des entreprises. Vous avez parlé des métiers naissants ou même des métiers en tension. Il y a également la nécessité de faire en sorte que tout ce qui est conversion à la main du salarié soit aussi prioritairement dirigé vers les métiers de demain, les compétences stratégiques dont notre économie a besoin. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit plus travailler avec les partenaires sociaux, parce que ça, ce sont des outils qui sont aussi gérés par les partenaires sociaux. Enfin, il y a un sujet sur lequel on va vraiment travailler avec syndicats et patronats qui le demandent, c'est la simplification des dispositifs de reconversion. La reconversion, elle est souvent pensée en lien avec les restructurations économiques. Il y en a aujourd'hui, il faut qu'elle soit simplifiée, beaucoup plus opérationnelle. Elles doivent aussi être pensées dans une optique de tout au long de la vie, en particulier pour les personnes qui sont exposées à des métiers à forte usure professionnelle, car s'il y a des métiers qui ne sont pas tenables toute une vie, il faut pouvoir anticiper. Donc voilà où nous en sommes, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on accélère maintenant sur les concertations, sur la simplification des dispositifs de reconversion. Merci. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe Horizon et Indépendants, la première question est posée par Madame Félicie Gérard. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, notre débat de ce soir porte sur le thème « Valoriser la France qui travaille ». Lorsqu'on évoque cette question, il me semble important de rappeler les récentes avancées qui ont été permises par notre Assemblée et par l'action du gouvernement. Depuis le 1er janvier 2025, grâce à la loi relative au partage de la valeur, les entreprises de 11 à 49 salariés doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur, soit grâce à la prime de partage de la valeur, soit grâce à un accord de participation ou d'intéressement, ou encore soit grâce à un abondement sur un plan d'épargne salariale. Par ailleurs, depuis 2019, lorsqu'Édouard Philippe était Premier ministre, le plafond d'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires est passé de 5 000 € à 7 500 €. Cela reprend un principe simple et bien connu, travailler plus pour gagner plus. Je le répète très souvent, le fait de travailler doit payer plus que le fait de ne pas travailler. Pourtant, de nombreux Français qui travaillent dur chaque jour ont le sentiment de ne pas s'en sortir et que leur travail ne paie pas suffisamment. À ce sujet, nous faisons face à 2 points bloquants pour les actifs et pour les chefs d'entreprise. Le premier est le phénomène de tassement de l'échelle des salaires au niveau du SMIC. Cette situation est principalement due à un système qui consiste pour l'État à soutenir fortement l'emploi au niveau du SMIC, mais qui, par un effet de seuil, désincite à la hausse des grilles salariales. Cela se traduit dans les chiffres, puisque nous sommes passés de 12% des actifs payés au SMIC à près de 18% sur les 3 dernières années. Le second point bloquant, qui est connu de longue date, est l'écart important entre le salaire brut et le salaire net. Ce sentiment selon lequel le travail ne paie plus assez et entraîne un sentiment de déclassement social de la part de beaucoup d'actifs. C'est à notre sens l'un des plus gros freins à la valorisation de cette France qui travaille. Madame la ministre, mes questions sont donc simples. Comment le gouvernement compte-t-il endiguer ce phénomène de tassement des salaires au niveau du SMIC? Quelles nouvelles incitations comptez-vous mettre en place pour aider nos chefs d'entreprise à augmenter les salaires? Je vous remercie. Merci Madame Gérard. Madame la ministre. Merci Madame la députée.
Je pense qu'il faut continuer à faire d'abord confiance au dialogue social. On voit que sur les sujets, même malgré en fait la période de forte inflation, les entreprises ont joué le jeu des augmentations salariales. On voit que les augmentations salariales ont parfois été supérieures à l'inflation. En tout cas, on le voit dans les chiffres. C'est peut-être pas comme ça que c'est perçu, mais c'est comme ça. On voit qu'il y a malgré tout effectivement des branches qui ont structurellement été bloquées, 5 parmi 5. Et donc c'est aussi l'objet de la Direction générale du travail de voir avec ces branches pourquoi elles le sont et puis trouver des solutions. Ça, c'est un premier point. Il faut aussi travailler aussi avec les branches. Vous avez parlé du tassement des grilles salariales parce qu'on a augmenté voilà, à données assez fréquentes le SMIC ces dernières années à cause de l'inflation, mais c'est aussi parce que plus de 50% des branches n'ont pas rénové leur classification depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans, ce qui explique aussi qu'il y a peu d'espace finalement entre les différentes classifications et qu'il y a ce tassement des grilles salariales. Vous pointez ensuite à une deuxième question très importante qui sont les effets de seuil, avec effectivement l'étude Bozio-Wasmer qui avait été commandée lors de cette conférence des bas salaires en octobre 2023. On a voulu commencer à mettre en œuvre ces recommandations qui effectivement créent des effets de seuil, notamment sur les très bas salaires. La difficulté, c'est que ces débats qui ont eu lieu au PLFSS sont intervenus à un moment aussi de durcissement des conditions économiques et nous n'avons pas voulu toucher aux bas salaires et finalement de renforcer le coût du travail des bas salaires par crainte d'effet sur l'emploi. Et enfin, vous posez une question fondamentale, l'écart entre le super brut et le net, dû à une spécificité française qui est que le travail finance anormalement de manière élevée la protection sociale aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir qu'on ait un débat à plat sur ce que le travail doit aujourd'hui financer en termes de protection sociale. Voilà, merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes nombreux, hélas pas tous, à considérer que le travail doit être au cœur de tout projet politique, de tout projet de société. Les grandes réformes de ces dernières années, la réforme de l'apprentissage, de l'assurance chômage, des retraites, des lycées professionnels, s'inscrivent dans ce projet global. Pourtant, malgré toutes ces réformes, nous le constatons, un grand nombre de nos concitoyens considèrent que le travail ne paye pas suffisamment. Un grand nombre de chefs d'entreprise, de PME, TPE, ceux que nous rencontrons dans nos circonscriptions, nous indiquent qu'ils souhaiteraient mieux rémunérer le travail de leurs salariés, mais que des charges trop lourdes les en empêchent. Ils nous disent également, pour un certain nombre d'entre eux, qu'ils ont du mal à recruter. Il y a donc bien quelque chose qui, en effet, ne tourne pas rond, si j'ose me permettre cette expression. Mais sur un sujet aussi sérieux, aussi vaste, impliquant tant d'acteurs, nos règles de débat sont impossibles, d'autant que si nous voulions un débat sur l'assistanat, il aurait été préférable de l'assumer et de titrer ce débat « Favoriser le travail » plutôt que l'assistanat. Mes chers collègues de la droite républicaine qui ont disparu, vous avez ont souhaité un débat sur la valorisation du travail. Alors je m'étonne que l'on n'évoque pas plus les conditions de travail, la capacité pour les salariés à évoluer au sein d'une entreprise, qui sont des éléments également extrêmement importants. Alors Madame la Ministre, pour tenter de rester sur le sujet initial, ma question est la suivante. Depuis le 1er janvier 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur si elles réalisent un bénéfice net fiscal d'au moins 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Les entreprises peuvent choisir donc, ma collègue l'a rappelé, la PPV ou un accord de participation d'intéressement ou un abondement sur un plan d'épargne salariale. Je voudrais simplement savoir de quelle manière, est-ce que vous savez de quelle manière les entreprises sont accompagnées dans cette démarche, si nous avons des outils qui permettront de mesurer l'impact, et enfin, s'il pourrait être envisageable d'imaginer une généralisation de ce dispositif pour l'ensemble des entreprises, notamment celles qui ont de moins de 11 salariés. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre.
Merci Madame la députée. Je sais votre intérêt pour toutes les questions d'intéressement, de participation. L'intéressement aujourd'hui, il n'y a que 11% des entreprises de 10 à 49 salariés qui l'ont mis en place. Et pour la participation, le taux est encore plus bas puisqu'il s'agit de 4%. Donc il y a plusieurs mesures qui ont été adoptées et d'ailleurs issues d'un accord national interprofessionnel signé par les partenaires sociaux et qui a été transposé dans la loi. Il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place, notamment de questions-réponses pour les entreprises qui voudraient pouvoir se saisir de la question. Et un suivi va être opéré pour s'assurer que les entreprises s'approprient bien ces dispositifs. Ce sont des sujets que nous avons aussi, sur lesquels nous échangeons au fur et à mesure avec les différentes organisations patronales et syndicales que nous rencontrons pour faire le point sur la situation. Je n'ai malheureusement pas de chiffres à vous donner parce que les choses sont encore très récentes, mais je reviendrai vers vous pour vous donner les éléments dès qu'ils nous parviendront. Merci. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires, Monsieur Stéphane Viry. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, valoriser la France qui travaille, c'est le thème de ce soir. C'est en fait tout simplement reconnaître que la nation puise sa force dans l'effort quotidien de chacun des Français qui travaillent. Le travail doit rapporter plus que l'inactivité. Pour moi, c'est un postulat important. Et pour autant, force est de constater que notre système d'aide sociale, bien qu'il soit le reflet de notre pacte républicain, peut parfois constituer une forme de frein à l'effort. Dans certains cas, le cumul des aides, issu d'un véritable millefeuille administratif composé d'une trentaine de prestations, amène une personne à gagner moins en travaillant qu'en restant inactive. Cette situation est inadmissible, incompréhensible, injuste pour de nombreux citoyens et à juste titre. Il y a un mois, en commission des affaires sociales, nous avons examiné une proposition de loi visant à instaurer une allocation sociale unique, assortie donc d'un plafonnement du cumul des aides fixé à 70% du SMIC. Cette initiative, selon moi, va dans le bon sens. Cela garantirait que travailler ou reprendre un emploi soit toujours plus avantageux que dépendre d'un système qui consomme 120 milliards par an. Alors, bien que notre modèle social reste une fierté, notre pilier de solidarité et de justice, il doit à cet instant et à ce jour être réformé pour valoriser réellement les Français qui travaillent. Ma question est assez simple, Madame la Ministre. Quelle est la position du gouvernement sur cette proposition d'allocation sociale unique? Et est-ce que votre ministère et votre gouvernement est prêt à lancer des travaux pour mettre en place à terme en France, avec des bornes, avec des modalités, cette allocation sociale unique et inscrire dans la loi cette réforme qui valorise la France qui travaille? Merci Monsieur Viry, Madame la Ministre. Merci Monsieur le député Stéphane Viry. J'ai effectivement rappelé des chiffres qui sont éloquents et qui sont indiqués dans une étude de l'adresse qui a été publiée fin d'année dernière, qui montre, je les rappelle ici parce que ça montre effectivement les effets de seuil qui jouent. Une femme qui est au SMIC, qui élève ses enfants seule et qui est locataire, donc qui touche à ce titre prime d'activité avec majoration familiale et les APL, pour voir son revenu disponible augmenter de 100 €, il faudrait que son employeur l'augmente de 750 € pour compenser à la fois la baisse de la prime d'activité et puis la baisse des APL qui serait afférente. Donc on voit comment les dispositifs en fait, qui se sont construits depuis ces 30 dernières années, que ce soit au niveau des allègements généraux côté employeur, prime d'activité côté salarié pour aussi, à juste titre, stimuler les faibles salaires et puis les aides associées, enferment aujourd'hui et créer ce genre de situation. Donc le gouvernement a décidé de procéder en 2 étapes. Tout d'abord la solidarité à la source et le pré-remplissage qui va permettre d'avoir, qui est la première étape. Et la deuxième étape pour l'allocation sociale unifiée, c'est vraiment quelque chose sur lequel Madame Catherine Vautrin et puis le Premier ministre se sont engagés. Ce sont des travaux qui vont débuter. Ce sont des travaux, ne nous trompons pas, qui sont de très longue haleine.
républicaine, parce qu'on parle de 15 minima sociaux, des bases ressources différentes, des opérateurs ou des caisses qui sont différentes, des systèmes d'information différents, entre l'État également et les collectivités territoriales. Mais c'est vraiment un chantier qui commence à être lancé d'ailleurs d'ores et déjà sous le pilotage de Madame Vautrin, parce que ça semble absolument indispensable pour valoriser le travail et également mieux sortir les personnes de la pauvreté. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur Viry, je vous redonne la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aurais une deuxième question sur toujours notre préoccupation de ce soir, valoriser la France qui travaille. Je vous l'ai dit, à l'évidence, encore faut-il que le travail soit accessible pour toutes et tous, c'est-à-dire que chacun puisse accéder à l'emploi ou à une activité, quel que soit son parcours, ses freins, ses échecs, ses failles. Je vous interroge ce faisant sur les politiques de l'emploi. Il y a quelques années, le plein emploi était une utopie, c'est devenu probablement un objectif parce que le taux de chômage est descendu proche de 7% ces derniers mois. Et quand bien même subit-il depuis quelques mois une remontée, et ça va être compliqué les mois à venir, ça doit rester cet objectif du plein emploi, c'est-à-dire le travail pour tous, une véritable ambition politique. Cet objectif, elle implique selon moi des moyens d'accompagnement individuel, de parcours socio-professionnels, des outils pour permettre à des hommes et à des femmes abîmés, éloignés de l'emploi, de retrouver un chemin en admettant parfois des allers-retours, en admettant parfois là aussi des échecs, mais surtout ne jamais les laisser tomber parce qu'on refuse l'exclusion, parce qu'on considère que le travail est à la base de tout, est à la base de la citoyenneté, est à la base de l'intégration dans le champ social et du bulletin de salaire qui fait du bien à toutes les familles. Ma question, elle porte en fait sur le projet de loi de finances 2025 où les crédits de l'insertion par l'activité économique ont été réduits, rabotés, diminués, avec ce faisant beaucoup d'interrogations sur cette politique publique qui depuis plusieurs décennies a fait ses preuves. Quelle est l'intention de votre gouvernement de donner encore un souffle à cette politique publique noble, républicaine, de l'insertion par l'activité économique, qui globalement n'est pas une politique de régulation, qui est une politique d'égalité des chances? Voilà ma question, parce que c'est ça aussi, valoriser le travail pour tous. Merci, Monsieur Viry. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député Stéphane Viry. Vous avez raison de rappeler que malgré le durcissement des conditions économiques, eh bien, le plein emploi doit rester une ambition. Il a été réussi dans d'autres pays européens et il doit continuer à être une ambition sur laquelle nous devons travailler. Vous m'interrogez sur l'insertion par l'activité économique. Je voudrais quand même rappeler, sur le budget 2025, enfin, je voudrais quand même rappeler d'où on vient. En 2017, on était à 800 millions d'euros de crédits dans ce secteur qui est absolument indispensable, vous l'avez rappelé. On est passé à 1,4 milliard. Voilà, donc ça donne quand même l'idée de l'ampleur et de l'effort qui a été soutenu et cohérent et consistant pendant ces dernières années. Pour les besoins, je dirais que sur cette même période entre 2017 et 2024, malgré le développement de ces crédits, on est passé de 140 000 à 150 000 bénéficiaires. Donc le sujet se regarde notamment sur la question du modèle économique de ces différentes structures. Nous avons dû faire effectivement prendre des décisions difficiles dans tous les secteurs. Et effectivement, nous avons dû baisser de 4% les crédits alloués effectivement à l'insertion et à l'activité économique. Je dirais simplement que nous allons avoir une discussion. Nous avons déjà commencé à avoir des discussions avec les différents acteurs parce que je pense que au-delà aujourd'hui de cette logique d'entrée dans les dispositifs, il nous faut regarder avec le secteur, être plus dans une logique de qualité de sortie de ces dispositifs, soit vers des solutions structurantes, soit vers l'emploi, soit vers effectivement l'emploi durable. Et on voit que l'accompagnement est très différent selon les structures, quand ce sont des chantiers, quand ce sont des associations, quand ce sont des entreprises d'insertion, quand ce sont des ETTI. Et donc c'est aussi cette discussion qu'il faut commencer à engager avec les acteurs de ce secteur pour un meilleur accompagnement des publics les plus vulnérables. Merci. Je vous remercie. Pour le groupe UDR, la parole est à Madame Hanan Mansouri. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues.
Le débat d'aujourd'hui sur le thème de la valorisation de la France qui travaille est, on le sait, ô combien important. Alors que notre économie est frappée par un déficit commercial de 81 milliards d'euros, que les investissements des entreprises sont en repli, que le marché du travail est fragile et que les dépenses publiques sont toujours aussi excessives, l'État continue d'étouffer les initiatives individuelles. Nous attendons désormais des réponses à la hauteur de la part du gouvernement. Mais qu'en est-il ? Alors nos chers collègues LR qui brillent par leur absence proposent de réformer l'assurance chômage, tout en étant liés avec M. Attal qui, par manque de courage politique, l'a lui-même suspendu. Ce groupe, qui était aussi aux affaires lors du précédent gouvernement, a même enterré le projet de réforme en privilégiant les négociations sans fin avec des partenaires sociaux indécis et évitant donc 5 milliards d'euros d'économies directes. L'encouragement des forces vives de notre économie ne peut se faire à coup de renoncement lorsqu'il s'agit de prendre des mesures qui s'imposent. Le groupe UDR considère que le courage nécessite une libération du potentiel de nos entrepreneurs via l'investissement, l'innovation, la création d'emplois, la hausse des salaires. Et tout cela nécessite de se poser la question de la réduction du poids de l'État dans notre économie. C'est la seule solution pour laisser nos entreprises créer des emplois qui payent. Comment allez-vous donc mettre en œuvre des propositions avec cohérence pour que le travail paye enfin plus que l'assistanat ? Merci. La parole est à Madame la Ministre. C'est précisément des questions qui ont été posées par les députés LR en début de séance, Madame la députée. Précisément cet écart entre le brut et le net. Je l'ai dit ici, mais je pense que ce sont des discussions difficiles qui vont devoir s'imposer aussi devant la représentation nationale, qui est que le travail aujourd'hui finance de manière anormalement trop élevée par rapport aux pays européens la protection sociale. Le travail aujourd'hui représente 55% du financement de la protection sociale. C'est beaucoup plus bas dans d'autres pays. Et je pense qu'une des voies, mais qui va nécessiter une discussion courageuse au-delà de toutes les partis politiques de l'Assemblée, c'est peut-être de faire que le travail couvre d'abord les risques associés au travail, donc l'assurance chômage, les retraites, les accidents du travail, pour que ce soit d'autres types de revenus, ou en tout cas d'autres bases fiscales qui financent la santé ou les prestations familiales, parce que c'est aujourd'hui le travail qui aussi finance la santé comme les prestations familiales. Vous m'avez interrogé sur l'assurance chômage. D'abord vous dire que la réforme qui était proposée, elle était à 3,5 milliards d'euros, non pas 5 milliards, puisqu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient refusées par un certain nombre de partenaires sociaux. Nous, on a décidé de procéder par le compromis, par l'apaisement, sur un accord qui a été trouvé par les 3 organisations patronales et par 3 organisations syndicales, en allant aussi serrer les boulons là où il faut, tout en ne pénalisant pas tout le monde. Et serrer les boulons là où il faut, c'est aussi notamment sur l'assurance chômage des transfrontaliers. On a 77 000 aujourd'hui demandeurs d'emploi transfrontaliers pour un déficit causé de 800 millions d'euros par an. Ça fait à peu près 10 milliards d'euros depuis 10 ans. C'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui et c'est ce qui fait que je serai lundi au Conseil européen pour précisément changer ce règlement européen. Merci Madame la députée. Merci Madame la Ministre. Toujours pour le groupe UDR, la parole est à Monsieur Olivier Fessa. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Valoriser la France qui travaille, cela passe soit par une création de richesse, soit par un transfert de richesse. Dans une économie de marché non marxiste, la création de richesse n'est pas une compétence de l'État, mais une possibilité qui relève du monde de l'entreprise. Si une valorisation théorique sous forme de reconnaissance et de réhabilitation de la valeur travail semble nécessaire, elle ne saurait être suffisante. Alors vous n'allez pas être prise de court par ma question, qui a déjà été posée à maintes reprises, mais la présentation est un petit peu différente, ça vous changera. Souhaitant plutôt apporter une réponse concrète à cette France qui travaille, le groupe UDR propose de réduire les cotisations salariales et tendre vers une réduction de l'écart entre le salaire net et le salaire brut. Cela permettrait d'augmenter sensiblement les revenus de tous les travailleurs de France sans charger plus les employeurs. Évidemment, les cotisations salariales finançant notamment la protection sociale du salarié, maladie, chômage et retraite, leur réduction suppose un financement de substitution. La générosité étant une vertu uniquement lorsqu'elle concerne ses biens propres et pas ceux des autres, je soumets à votre lucidité plus qu'à votre bon cœur les dépenses suivantes dans lesquelles notre groupe pense que nous devrions légitimement trancher.
transformation de l'AME en AMU, subventions aux associations notamment, et suppression de nombreuses agences inutiles. Dans le pays le plus taxé de l'OCDE, ces cotisations sont vécues par les salariés comme un impôt supplémentaire, largement démotivant. Et n'oublions pas qu'une augmentation du salaire net entraînera à son tour une dynamique de la consommation, donc des recettes de TVA et autres effets induits qui s'inscriront dans une logique de croissance, de création d'emplois et d'augmentation de la recette publique. Madame la ministre, la baisse des cotisations salariales s'inscrit-elle dans les leviers de valorisation envisagés par le gouvernement? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci. Alors, je voudrais aussi pointer, je fais de la publicité pour les institutions statistiques associées aux ministères sociaux, mais pour tous ceux qui s'intéressent effectivement au travail, au financement de la protection sociale, moi je vous invite vraiment à regarder les dossiers de la DREES de janvier 2025 et qui montrent le financement de la protection sociale en France par rapport aux autres pays européens et qui montrent effectivement sur le tableau page 22 que les employeurs comme les salariés ont une part dans le financement de la protection sociale qui est beaucoup plus élevée que dans les autres pays européens, et ce, même après les allègements généraux côté patronal. Donc ça dit quand même de ce déséquilibre et de ce problème à la fois de compétitivité pour les entreprises. Je me fais référence à la première partie de votre question en disant que la création de richesse, elle vient des entreprises, mais également sur la question du pouvoir d'achat et le salaire net du salarié. Il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été faites depuis 2018 en essayant de transférer la partie cotisation salariale soit vers la CSG, je pense notamment à la maladie, mais aujourd'hui, très clairement, en tout cas par rapport aux pays européens, le compte n'y est pas, et je pense, et ça c'est la même réponse que j'ai fait à votre collègue, il va falloir qu'on se penche sur ce financement de la protection sociale. Je pense qu'une des voies, c'est de faire que le travail finance les risques associés du travail, que ce soit pour le salarié comme pour l'employeur, autour des retraites, des accidents du travail, du chômage, pour que les prestations plus universelles, telles que la maladie, telles que la famille, soient financées par d'autres types de revenus. Mais ça, c'est des décisions aussi difficiles et un débat courageux qu'il nous faudra, j'espère, avoir. Merci. Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe Rassemblement National, la première question est posée par Monsieur Aurélien Dutremble. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Dans le cadre de notre débat Valoriser la France qui travaille, il ne faut bien évidemment pas oublier le monde agricole. Je souhaite attirer votre attention sur la situation justement des agriculteurs. Le travail des agriculteurs est-il valorisé à son juste niveau? Bien évidemment que non. La crise agricole récente l'a rappelé avec force, malgré des journées de 70 heures, du lundi au dimanche, des astreintes de nuit pour les éleveurs, la rémunération reste indigne pour les 761 000 actifs permanents qui travaillent en agriculture. Permettez-moi ici de rappeler quelques chiffres accablants. Déjà rappeler que le revenu médian est de l'ordre de 1 035 € net par mois. Chez les éleveurs ovins, certains gagnent seulement 680 € par mois, quand d'autres ne gagnent rien du tout, voire même perdent de l'argent comme en 2021, où j'ai relevé qu'une exploitation sur 7 a connu des revenus nuls ou déficitaires. Enfin, et pour terminer avec les chiffres de cette France qui travaille beaucoup, mais qui ne gagne rien, je veux rappeler que 26% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, Madame la Ministre, chers collègues, oui, il est urgent de valoriser enfin la France qui travaille dans les fermes et dans les élevages. La réalité que je viens de vous partager est accablante. Les agriculteurs veulent simplement vivre de leur travail. Alors, Madame la Ministre, au lendemain du Salon de l'agriculture, quelles mesures concrètes envisagez-vous dans ce domaine? Cotisation sociale, retraite, reconnaissance de la pénibilité, MSA, quel levier activeriez-vous dans le cadre de vos fonctions de ministre pour garantir enfin un revenu digne aux agriculteurs? Et donc, quelles pistes explorez-vous déjà avec votre collègue ministre de l'Agriculture sur le sujet? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre.
Donc, merci monsieur le député pour cette question. J'avais eu effectivement l'occasion d'échanger très longuement pendant le Salon de l'agriculture avec la MSA, qui fait un travail considérable en termes de guichet unique auprès de la profession agricole de notre pays. Vous dire que sur le PLFSS, nous avons déjà commencé à avancer sur un certain nombre de choses qui étaient demandées par la profession agricole, que ce soit sur les exonérations de charges en tant qu'employeur, ce qui veut dire peut-être plus de bénéfices dans l'exploitation, le TODE, puisque nous l'avons prolongé. Nous l'avons prolongé. Nous avons également amélioré les retraites des non-salariés agricoles pour maintenant les caler sur les 25 meilleures années qui sont similaires au régime agricole. Et puis, dans le dispositif, nous en discutions d'ailleurs avec la MSA, il y a aussi un travail aujourd'hui qui est fait avec France Travail pour un accompagnement aussi des exploitants agricoles qui ont des revenus parfois inférieurs à 500 € pour justement voir avec eux, dans le cadre d'une exploitation qui est peut-être pas viable, de trouver d'autres alternatives salariées. Donc voilà ce que nous faisons. Je pense que, et c'est peut-être aussi un sujet sur lequel on doit travailler avec Madame Genevard, parce que, vous l'avez rappelé, la situation de nos exploitants agricoles qui travaillent très durement n'est pas aujourd'hui à la hauteur de leur effort. Merci, monsieur le député. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Michel Guignot. Merci, Madame la Présidente. C'est pas un bon micro. Bon, on va y arriver. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, aujourd'hui, plus de 30 millions de personnes ont un emploi en France et près de 10% de nos concitoyens allient travail et pauvreté, sans pouvoir correctement se loger, se nourrir, se transporter ou profiter d'ailleurs de quelques loisirs avec leur famille. Le concept de travailleur pauvre est né d'ailleurs sous M. Sarkozy. Malgré cela, ces mêmes travailleurs se voient ponctionnés par la fiscalité, les cotisations, les taxes, afin d'entretenir un certain nombre de personnes qui parfois en abusent. Que la solidarité nationale s'exprime en faveur des femmes isolées, des malades, des handicapés, des personnes âgées, tous ceux qui sont dans le besoin, les familles également, qui beaucoup souffrent aujourd'hui dans notre pays, est compréhensible et souhaitable. Mais la France qui travaille ne devrait pas cotiser pour financer des millions de clandestins sans emploi sur notre sol. La France qui travaille ne devrait pas être imposée pour distribuer des milliards à des pays qui rejettent notre souveraineté ou notre identité, comme on l'a vu encore récemment. La France qui travaille ne devrait pas être taxée pour financer des projets qui ne sont pas dans son intérêt. Et ce n'est pas l'intervention à 20 h, l'intervention lunaire du président de la République qui va les rassurer. Valoriser la France qui travaille est un objectif qui commence d'abord par reconnaître la valeur du travail en France. Réduire l'emploi salarié à un seul SMIC qui ne fait que maintenir à peine au-dessus du seuil de pauvreté n'est pas une solution valorisante. Par ailleurs, beaucoup de salariés constatent, cela a été dit d'ailleurs tout à l'heure, que leur niveau de vie est inférieur à ceux qui ne se donnent pas la peine de participer au contrat social. Madame le ministre, la valorisation de la France qui travaille passe certes par une valorisation de la France, mais aussi du travail. Quelles solutions peuvent être engagées par l'État pour ne pas avoir, comme ce soir, à évoquer la France qui travaille, mais simplement pour la reconnaître, la valoriser et lui rendre sa fierté? Merci, Madame la Ministre. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Effectivement, vous parlez de ce phénomène qui est une honte, qui est le fait d'être pauvre et de travailler. Le phénomène des travailleurs pauvres, on pensait que c'était quelque chose qui n'existait que outre-Atlantique quand ces termes ont commencé à se développer, mais ils existent aussi en Europe et en France, avec près de 8% aujourd'hui de nos travailleurs qui sont travailleurs pauvres. Écoutez, ce que nous essayons de faire, en tout cas, d'abord, c'est de stimuler les bas salaires par la prime d'activité, qui permet quand même de compléter pour les salariés
à bas salaire une prime d'activité avec une majoration familiale. C'est aussi pour ça que nous avons créé des aides au logement, en fait, pour compléter ce faible pouvoir d'achat, sinon qui serait impossible par les salaires. Je pense que la question fondamentale aujourd'hui, c'est l'écart entre le brut et le net, en fait. Le brut et le net, qui fait qu'on est un pays qui a un des coûts du travail en Europe les plus élevés et un des nets les plus bas ou parmi les plus bas. Et donc ça nécessite, je le dis encore une fois, d'avoir une discussion assez courageuse sur ce salaire différé, sur ce salaire mutualisé qui nuit à la compétitivité de nos entreprises et qui fait que le travail ne paye plus autant qu'il ne devrait dans notre pays, que ce soit pour les travailleurs pauvres ou pour l'ensemble. Parce qu'il faut rappeler que le SMIC aujourd'hui représente 60% du salaire médian, ce qui dit quand même aussi quelque chose finalement du revenu par habitant qui a pu se dégrader ces dernières années, qui représente 50% du salaire moyen de notre pays. Merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Thibault Monnier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, tout d'abord, rappelons que sans travail, il n'y aurait pas de création de richesse et que sans cet apport, il n'y aurait pas d'aide sociale. Ainsi, valoriser le travail, c'est avant tout envoyer des signaux forts à ceux qui créent de la richesse et non pas courir derrière un prétendu droit à la paresse ou un ministère du temps libre cher à la gauche. Dans une nation libre, on travaille plus pour acquérir qu'à conserver, prétendait Montesquieu. Les travailleurs, du fait du poids de la charge fiscale, supportent l'essentiel du financement des dépenses sociales. Ainsi, un salarié qui perçoit un salaire net de 2 000 € coûtera à l'employeur environ 3 600 €. Le coût du travail est l'enjeu majeur quand on évoque la valorisation de la France qui travaille. Rapprocher le salaire net du salaire brut, vous l'avez dit, est le seul moyen de revaloriser le travail de chacun en offrant du pouvoir d'achat supplémentaire. Celui qui fait le choix de travailler doit pouvoir prétendre à un revenu significativement plus élevé que celui qui vit des seules prestations sociales. Et que dire de la CSG inventée en 91 et dont les taux ne cessent d'augmenter, de 1,1 à 6,6% aujourd'hui, et qui est devenu l'impôt direct le plus important devant l'impôt sur le revenu. En 2023, les prestations sociales représentaient 31,5% du PIB, soit près de 888 milliards d'euros. Bien qu'essentiel pour soutenir les plus vulnérables, ce niveau d'aide sociale à l'échelle individuelle constitue un frein à l'emploi car il peut s'apparenter à un véritable revenu de base et créer une dépendance qui n'incite plus à chercher un travail. Certains voudraient cumuler les prestations sociales en une aide sociale unique à hauteur de 70% du SMIC. Mais avant de demander à tous les assurés sociaux de fournir des efforts, la France ne doit plus être un Eldorado social, véritable pompe aspirante de l'immigration qui pèse sur nos comptes sociaux. Comble de l'injustice, sans avoir jamais cotisé. Et avec toutes les aides cumulées, on estime qu'un étranger sans emploi en France pourrait percevoir en moyenne 811 € par mois. Aussi, il est temps de conditionner le RSA et les APL aux étrangers seulement s'ils occupent un emploi à temps plein pendant au moins 5 ans sur le territoire national. Madame la Ministre, quand allez-vous prendre les mesures qui s'imposent pour mieux conditionner ces aides, envisager de réduire le coût du travail et redonner du pouvoir d'achat à nos compatriotes? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le député. Écoutez, vous avez mentionné effectivement ce problème de l'écart entre le super brut et le net, d'accord? Et vous avez également rappelé que nous avons ici un taux de dépenses sociales qui représente presque un tiers aujourd'hui du PIB. Sauf que, et c'est là que ça va demander aussi des décisions courageuses. Quand il y a eu, lors du dernier PLFSS, des mesures qui proposaient des remboursements mineurs sur les consultations, sur les médicaments, alors que la France est le pays qui rembourse le mieux aujourd'hui les dépenses de santé parmi les pays de l'OCDE, quand ce PLFSS proposait une sous-indexation partielle des retraités qui peuvent se le permettre, vous avez voté contre. Et donc, c'est là que je dis qu'il va falloir à un moment donné qu'on ait tous une vraie discussion courageuse, parce que ces 31,6% de dépenses sociales, elles sont anormalement et trop lourdement assises sur le travail, sur l'employeur qui a un coût du travail, et vous l'avez très justement dit, qui est élevé, et le salaire net, ce que le travailleur gagne chaque mois, qui est
trop bas. Et donc ça veut dire qu'il faut dégonfler cette dépense d'abord de la protection sociale par des mesures courageuses qu'il va falloir que tous ensemble on puisse prendre, parce qu'il y a un moment donné où ça ne peut plus continuer comme ça. Et puis également faire asseoir cette protection sociale sur d'autres revenus que le travail. Et pourquoi pas la CSG? Parce que la CSG, elle est assise sur les salaires, mais elle est assise également sur les retraités, sur les pensions des retraites et sur le capital. Donc une base beaucoup plus large que simplement le salaire brut et net de ceux qui créent du travail et de ceux qui travaillent dans notre pays. Merci. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe Ensemble pour la République, la parole est à Madame Emmanuelle Hoffmann. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, depuis 2017, sous l'impulsion du Président de la République, le gouvernement a pris des mesures importantes pour promouvoir le partage de la valeur et l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Nous souhaitons saluer ces avancées qui témoignent d'une volonté forte de justice sociale. Sur le partage de la valeur, la loi Pacte de 2019 a simplifié la mise en place d'accords d'intéressement et de participation dans les entreprises. Plus récemment, la loi du 29 novembre 2023 a introduit une mesure ambitieuse. À partir du 1er janvier 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Cette expérimentation est une avancée notable pour étendre ces dispositifs aux petites structures. Cependant, nous constatons que beaucoup de PME rencontrent des difficultés pratiques pour mettre en œuvre ces dispositifs. Ma première question: quelles mesures concrètes le gouvernement envisage-t-il pour accompagner efficacement les PME afin que cette expérimentation soit un succès? Concernant l'égalité salariale, des progrès importants ont également été réalisés. L'instauration de l'index de l'égalité professionnelle en 2019 a permis aux entreprises de plus de 50 salariés d'évaluer leurs écarts de rémunération et d'agir pour les réduire. Les entreprises doivent désormais atteindre un score minimum sous peine de sanctions financières. Ces efforts sont à saluer. Malgré cela, l'écart salarial moyen reste préoccupant. Il était encore de 8,5% à poste équivalent en 2024. De plus, les petites structures non soumises à obligation de l'index échappent encore à ces exigences. Ma seconde question, Madame la Ministre, sera à la veille du 8 mars. Quelles actions supplémentaires le gouvernement compte-t-il entreprendre pour réduire davantage les écarts salariaux, notamment dans les petites entreprises? Par ailleurs, comment comptez-vous transposer la directive européenne sur la transparence salariale adoptée en avril 2023 pour maximiser son impact? Je vous remercie. Merci Madame Hoffmann. Madame la Ministre. Vous m'avez posé 2 questions, c'est ça? D'accord, très bien. Je voulais simplement m'assurer. Donc j'ai droit à 2 fois 2 minutes, Madame la Présidente, ou ça reste 2 minutes? Ça reste 2 minutes. D'accord, très bien. Voilà, je vais m'exécuter. 2 fois 1 minute. 2 fois 1 minute. Donc je m'exécute tout de suite, Madame la Présidente et Madame la députée Emmanuelle Hoffmann. Donc très concrètement, pour accompagner les mesures pour tout ce qui est accord d'intéressement et participation destiné aux petites et moyennes entreprises dont on sait qu'elles sont aujourd'hui sous-dotées, mon ministère a travaillé avec les partenaires sociaux pour assurer une communication et une meilleure compréhension des nouvelles possibilités et obligations pour les salariés de manière très concrète à travers des foires aux questions, des flyers, des actions de sensibilisation des branches également. Il y a un portail qui a été créé, mon intéressement pas à pas, qui a été enrichi pour pouvoir aussi intégrer les nouvelles formules, en particulier les critères RSE, et permettre aux entreprises, aux PME de pouvoir continuer à s'approprier ce sujet. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler aussi avec les chambres des métiers, les chambres consulaires sur ce sujet. Sur l'égalité salariale, vous dire que la marche est encore longue. On a encore dans notre pays 22% de différentiel de salaire entre les femmes et les hommes, qui est réduit à 14% quand on prend en compte la quotité de travail, parce que beaucoup de femmes travaillent encore à temps partiel, 25% des femmes travaillent à temps partiel, et qui est encore réduit à 4% à emploi égal. C'est-à-dire qu'il y a 4% à emploi, expérience égale de différentiel entre les hommes et les femmes. Et ce qui était une baisse continue est en train de stagner depuis quelques années.
Vous avez indiqué, il y a l'index égalité professionnelle qui a été créé en 2018, qui a permis d'infuser quand même dans les entreprises de plus de 50 salariés une culture de l'égalité professionnelle, une correction d'un certain nombre de choses, je pense notamment au retour congé maternité. Ce n'est pas suffisant et je pense que la transposition de la directive avant juin 2026, on aimerait le voir pour la fin de l'année, on est en concertation avec les partenaires sociaux, va aider parce qu'elle va beaucoup plus précisément dans les indications et les fourchettes de salaire demandées par hommes et femmes et par le type de poste proposé. Merci. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Monsieur Béranger Cernon. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, collègues. Le débat qui nous est proposé est important mais semble en revanche mal posé. Il est vrai que le travail est insuffisamment valorisé, mais il convient de s'interroger sur comment il doit être valorisé et quel sens lui donner, plutôt que d'évoquer singulièrement la France qui travaille. Ceux qui posent ainsi ce débat défendent finalement l'idée de deux Frances différentes, les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Quelle valorisation du travail prenez-vous lorsque vous annoncez que les bénéficiaires du RSA doivent travailler gratuitement pour percevoir leurs prestations? Quand vous refusez d'augmenter le SMIC ou encore les pensions de retraite, quand vous prenez autoritairement 2 ans de vie en bonne santé à ceux qui ont trimé toute leur vie. J'aimerais nous voir débattre des vrais outils de valorisation du travail. Les 32 heures, le SMIC à 1 600 €, la retraite à 60 ans, l'augmentation des salaires, des pensions de retraite et des droits au chômage, dans un contexte où la France vient à nouveau de battre des records de versement de dividendes. Aujourd'hui, les PDG des 100 plus grandes entreprises françaises ont vu en 10 ans leur salaire augmenter de 66%. Entreprises françaises qui, dans la même période, ont versé en moyenne 71% de leurs bénéfices sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Dans le même temps, la part consacrée à la rémunération dans la valeur ajoutée diminue. Vous prétendez valoriser le travail, mais c'est la précarité qui explose. 4,3 millions de travailleurs pauvres et 1 million de travailleurs très pauvres. La politique actuelle ne valorise pas la France qui travaille, elle l'épuise. Ce constat est en réalité au cœur d'un rapport de force permanent entre le patronat, les actionnaires et les salariés dans la répartition des richesses. Aujourd'hui, le patronat, plus que jamais décomplexé, gave les actionnaires au détriment des salariés, alors que ce sont eux qui produisent les richesses. Cette répartition des richesses doit s'inverser, elle doit se faire au profit des travailleurs, à travers le salaire et la cotisation sociale, car oui, la cotisation sociale, c'est du salaire. Sans salariés, sans travailleurs, pas de création de richesses et donc pas de bénéfices. Nous voulons une autre politique de l'emploi, une politique qui accompagne au lieu de punir, qui sécurise au lieu de précariser. Nous voulons des emplois qui permettent de vivre et non plus de survivre. Valoriser la France qui travaille, c'est avant tout reconnaître sa dignité. Merci. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, monsieur le député. Valoriser la France qui travaille, c'est partir de chiffres et c'est de partir de la réalité et pas de partir de posture. Donc, quand on parle des bénéficiaires du RSA, dans l'expérimentation qui a eu lieu sur 40 départements qu'on est en train de déployer, non, 50 départements à vrai dire, on a fait sortir du RSA, donc sortir du RSA, 42%. 42%. Donc ça, c'est pas se payer de mots. Quand vous parlez des retraités dont la pension n'est pas valorisée, en janvier 2024, elle a été augmentée de plus de 5%. Elle a été augmentée de près de 1,5% en janvier. Quand vous parlez du SMIC, on a fait un coup de pouce du SMIC de 2% au 1er novembre. Et enfin, la valeur ajoutée, je vous invite, monsieur, à la regarder. La valeur ajoutée, la répartition entre capital et travail, elle est stable depuis 1984. Ce qui ne veut pas dire, mais regardez, ce qui ne veut pas dire aujourd'hui qu'il ne faut pas valoriser le travail, mais ce n'est pas avec vos réponses que vous allez aider les travailleurs. Ça, c'est des postures et ce n'est vraiment pas aider les travailleurs, je vous assure. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Ercilia Soudet. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, moi je m'interroge sincèrement sur l'intitulé même de notre débat, « Valoriser la France qui travaille ». J'y perçois en effet un sous-entendu raciste qui me met mal à l'aise. Il faudrait valoriser les Français qui travaillent par opposition aux vilains étrangers qui profiteraient des allocations. J'y vois également une attaque à peine voilée à l'encontre des chômeurs. Et pourtant, les véritables assistés, ce ne sont ni les étrangers, ni les chômeurs, contrairement à ce que ne cesse de marteler la droite et l'extrême droite, mais ce sont les ultra-riches. Chacun pourrait vivre décemment de son travail, en effet, si le capital ne s'accaparait pas tout. Valoriser les travailleuses et travailleurs, il faudrait déjà commencer par augmenter les salaires. Et pour ce faire, aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire justement
chez les ultra-riches. Mais la niche des écologistes nous a montré à quel point beaucoup d'entre vous n'y sont pas prêts. Certains ont même eu le culot de dire qu'il faudrait davantage de Bernard Arnault dans notre pays, ce qui est en fait une insulte à l'intelligence. Davantage de Bernard Arnault, ce serait davantage de personnes précaires dans notre pays. C'est une simple question de mathématiques. À l'approche du 8 mars, par ailleurs, il est important de souligner que les femmes, leur travail est particulièrement peu valorisé. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent ainsi qu'un homme cadre gagnerait 15% de plus qu'une femme ayant les mêmes responsabilités. Une autre preuve du manque de considération à l'égard du travail des femmes, c'est que les métiers féminisés sont considérés à tort comme faciles. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons que la pénibilité de ces métiers soit reconnue dans le Code du travail. Valoriser les travailleuses et travailleurs, finalement, c'est agir pour toujours plus d'égalité à contre-courant de la politique menée par les différents gouvernements macronistes. Et donc cette valorisation ne suppose-t-elle pas, Madame la Ministre, de commencer par la démission du gouvernement Bayrou? Madame la Ministre. Merci Madame la députée. Moi je ne sais pas quoi répondre parce qu'il y a tellement de réflexions. D'abord, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre « Valoriser la France qui travaille », c'est un des groupes ici. Moi je suis là pour répondre aux différentes questions. Sur la question de l'augmentation du SMIC, on a aujourd'hui un SMIC qui est un des plus élevés de l'Union européenne en termes de salaire médian, parce qu'il faut, c'est le troisième ou le quatrième en termes de valeur absolue, quatrième ou cinquième, pardon, en termes de valeur absolue par rapport à l'Union, aux 27 pays de l'Union. Mais le SMIC représente aujourd'hui 60% du salaire médian. Le vrai sujet aujourd'hui, Madame Ercilia Soudet, c'est l'écart entre le brut et le net, ce qui fait qu'on a un coût du travail très élevé. Je vous invite, si vous vous intéressez aux études, à regarder les études statistiques qui existent sur le financement de la protection sociale. Donc, coût très élevé et salaire net très bas. Et ce n'est pas en augmentant le SMIC, vous allez encore augmenter le coût du travail et vous allez de toute façon avoir un salaire net bas puisque ça va partir aussi en cotisation salariale. Donc le sujet aujourd'hui, c'est aussi comment est-ce qu'on finance autrement la protection sociale, autrement que par le travail. Et sur l'égalité salariale, on peut peut-être se rejoindre sur ce point, effectivement, où les femmes sont pénalisées parce qu'elles sont surreprésentées aujourd'hui dans des métiers qui sont mal payés. Ce sont les femmes qui sont surreprésentées dans les personnes qui travaillent dans des temps partiels subis. À 80%, c'est des femmes. Et c'est pour ça qu'il faut continuer. L'index Pénicaud a été une bonne initiative qu'il faut maintenant poursuivre avec la transposition de la directive européenne qui va, je pense, changer considérablement la transparence en matière de culture salariale dans notre pays. Merci. Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Monsieur Pierrick Courbon. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le comité de suivi de la négociation salariale de branche avec les partenaires sociaux s'est réuni dernièrement pour faire un bilan des négociations salariales dans les 171 principales branches professionnelles du régime général. Ce travail a plus particulièrement porté sur la conformité des minima de ces branches au SMIC. Comme vous le disiez vous-même à l'issue de cette réunion, il s'agit là d'un enjeu majeur en matière de pouvoir d'achat et de déroulement de carrière pour les salariés, mais aussi d'attractivité des secteurs concernés. Constat a pu être fait qu'un nombre élevé de branches affichent des salaires minimums inférieurs au SMIC. Plusieurs mois après la dernière revalorisation du SMIC, 68 des 171 branches comportent toujours un ou plusieurs minima conventionnels inférieurs au SMIC. Elles étaient 94 en novembre 2024. Et en outre, 5 ou 6 branches continuent d'afficher des minima structurellement inférieurs au SMIC. Des minima de branches inférieures au SMIC, ça n'est pas normal et ça n'est plus acceptable. En 2023, puis en 2024, le gouvernement avait indiqué que les branches non conformes allaient faire l'objet d'un suivi rapproché, évoquant à demi-mot la possible conditionnalité des aides publiques en envisageant de légiférer pour calculer les exonérations de cotisations patronales sur la base des minima de branches et non plus du SMIC. Cette conditionnalité des allègements pour les branches non conformes, aujourd'hui, reste de l'affichage. La mesure avait bien été prévue, inscrite dans le PLFSS
2016-2025, notamment à la suite d'un amendement socialiste, mais ça n'a pas survécu au 49.3. Pourquoi l'avez-vous retiré et comptez-vous agir cette année? Valoriser la France qui travaille, c'est aussi garantir que chaque salarié puisse vivre dignement de son travail, et donc plus largement contre la smicardisation et les trappes à bas salaire. Je termine en rappelant que le problème, ce n'est certainement pas le fait que le SMIC soit indexé sur les prix, contrairement à ce qu'on a pu entendre ce soir. Le problème, c'est le fait que les autres salaires ne le soient pas. Aussi, allez-vous convoquer cette année l'ouverture d'une conférence sur le travail qui pourra aborder sans tabou la question des rémunérations et des dynamiques salariales? Je vous remercie. Merci, Monsieur Courbon. Madame la ministre. Merci, Monsieur le député. C'est une question absolument fondamentale parce qu'on fait partie de ceux qui pensent que le dialogue social doit jouer un rôle important dans la négociation salariale, dans la rénovation des classifications et tous ces points absolument fondamentaux pour les travailleurs de notre pays. Il y a eu ces dernières années cette indexation du SMIC qui a fait qu'il y avait ce rattrapage. Aujourd'hui, on a grosso modo 6 branches sur les 71, vous les avez citées, qui sont vraiment structurellement non conformes et qui ont des blocages. Moi, j'ai souhaité rencontrer ces branches avec la Direction générale du travail. Et donc, on a d'ailleurs rencontré la branche du caoutchouc qui fait partie de ces 6 branches, dont les minima avaient été rattrapés par le SMIC, n'avaient pas été rattrapés par le SMIC depuis mai 2023. Et cette branche a d'ailleurs finalement signé il y a quelques jours un accord sur les salaires. Et on va continuer sur les autres branches restantes, notamment il y a différents leviers que nous avons, les placements en commission mixte paritaire, et puis également les possibilités d'utiliser des critères de faiblesse du nombre d'accords dans une branche pour apprécier l'atonie conventionnelle et puis effectivement agir sur ces branches. Il y a la question des salaires, mais je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles il y a cette difficulté parfois à négocier et un tassement de ces grilles, c'est parce que beaucoup de branches n'ont pas non plus renégocié depuis un moment leur classification. Et donc ce sont tous ces sujets dont on discute. Sur la question de la conditionnalité des minima conventionnels, ça a fait l'objet d'une discussion en commission mixte paritaire. Moi, j'ai compris que c'était l'objet aussi d'un compromis entre ceux qui souhaitaient avoir sur notamment l'application Bozio-Wasmer et les allègements de charges, et puis également la question de la conditionnalité des minima. C'est pour ça que ce sujet a été sorti, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas un outil qui est à notre disposition. Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gérard Le Seul. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, le travail est au cœur de notre pacte social et figure même dans le préambule de la Constitution de 1946 et dans la Constitution de 1958. Or, la valeur du travail est à la peine avec les conséquences sociales, politiques et la colère populaire que l'on connaît. Les difficultés de nos concitoyens pour assumer le paiement d'un logement et les charges de chauffage, une alimentation pour toute la famille et la scolarité des enfants. Je ne parle même pas des mobilités et des loisirs. S'interroger sur la valorisation du travail pose notamment la question des bas salaires et notamment dans les services, le sanitaire, le social, l'entretien, et implique ainsi de questionner la valeur des services rendus, la fixation du salaire minimum, les inégalités et les échelles de salaire au sein des entreprises et plus globalement réaffirmer le besoin de régulation, c'est-à-dire de l'intervention de l'État. Madame la Ministre, je sais que vous avez travaillé, auditionné, réfléchi sur le travail dans toutes ses acceptions symboliques, économiques, dialectiques, et j'ai de l'estime pour la réflexion préalable à votre mission que vous avez menée. Mais j'ai été déçu lorsque je vous ai entendu annoncer à l'automne comme une victoire l'anticipation au 1er novembre de l'ajustement du SMIC prévu au 1er janvier. Et pourtant, vous déclariez quelques semaines plus tôt, le travail, c'est un lieu de construction de l'estime de soi et du lien social. C'est un moyen d'une vie digne et décente. Quelques convictions animeront donc ma feuille de route. D'abord, celle que le travail doit mieux payer. Le SMIC peut être un salaire d'entrée dans la vie active, mais ne doit pas être un salaire à vie. Alors mes questions seront très simples, Madame la Ministre. Quelles mesures envisagez-vous pour revaloriser le SMIC sans abîmer nos contributions sociales, Quelles mesures concrètes allez-vous nous proposer pour désmicardiser la France tout en évitant les stigmatisations que nous entendons trop souvent du style « il faut se former, il faut progresser ».
Qu'allez-vous proposer aux partenaires sociaux pour lutter contre le poison social de ces carrières entières rémunérées au SMIC sans réelle évolution? Je vous remercie. Merci, Monsieur Le Seul. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Je pense que le problème qu'on a, c'est que le SMIC aujourd'hui, c'est 60% du salaire médian et c'est 50% du salaire moyen. Et qu'on assiste depuis 25 ans à une forme de paupérisation générale. Le PIB par habitant de la France, il était équivalent à celui des États-Unis au début des années 2000. Il est aujourd'hui en décrochage de 25%. Et donc, c'est aussi ces questions qui sont absolument fondamentales qu'il faut se poser sur les conditions de création de richesse et ça, c'est vraiment ça le sujet. Et donc, de ne voir ce sujet qu'à travers le SMIC, je pense que c'est une fausse, enfin c'est une entrée erronée de la question. Et je maintiens que le SMIC peut être un salaire d'entrée, mais pas un salaire à vie. Et c'est vrai qu'un tiers des personnes qui sont au SMIC aujourd'hui le restent pendant des années et des années. Il y a des sujets effectivement. Il y a des sujets autour des effets de seuil. Moi, je l'ai mentionné, une femme, enfin, vous étiez là quand j'ai donné ces chiffres, mais qui montrent qu'une femme qui aujourd'hui est au SMIC, qui élève ses enfants seule et qui est locataire, il faudrait que son employeur l'augmente de 750 € pour qu'elle voie son revenu disponible augmenter de 100 €. C'est juste impossible. C'est juste économiquement impossible qu'un employeur l'augmente de 750 € pour qu'elle n'ait que 100 €. Il y a un décalage et une déconnexion qui est absolument trop grande. Donc je pense fondamentalement que de vouloir augmenter le SMIC, c'est la fausse bonne solution qui se donne bonne conscience tout le monde, mais qui ne va pas régler le problème. Le sujet aujourd'hui, c'est cet écart entre le brut et le net qui est inégalé, qui n'existe pas dans d'autres pays. Je pense aux pays d'Europe du Nord, je pense à l'Allemagne, qui ont aussi une tradition d'ambition sociale qui est la nôtre, qui ont aussi une tradition de compromis social qui est la nôtre. Et donc je pense que c'est aussi au Parti sociaux-démocrate de regarder cette question entre le brut et le net et le poids aujourd'hui du travail dans le financement de la protection sociale. Je pense que c'est fondamental. Merci, Madame la Ministre. Non, il n'y a pas de droit de réponse, Monsieur Le Seul. La parole est à Madame Estelle Mercier. Madame la Ministre, 759, c'est le nombre d'accidents de travail mortels recensés en 2023. Depuis 2017, ce chiffre est en constante augmentation, passant de 530 à 759 en 6 ans, soit une augmentation de 43%. Et nous sommes mauvais élèves en Europe, puisqu'en France, le taux d'accident du travail grave et mortel est 2 fois supérieur à la moyenne européenne et 4 fois supérieur à celui de l'Allemagne. Ces mauvais résultats nous obligent, Madame la Ministre, nous obligent à réfléchir aux moyens dédiés au contrôle, à la recherche et à la prévention des accidents du travail, mais aussi aux raisons de cette hausse depuis 2017. Sur les moyens dédiés à la prévention et à la recherche, je vous ai alerté dès cet automne sur le non-respect de l'ANI de 2023, dans lequel les partenaires sociaux considéraient qu'il était nécessaire d'affecter 100 millions d'euros supplémentaires chaque année sur le volet prévention. Or, les nouveaux fonds de prévention d'usure professionnelle qui ne répondent pas à cet objectif, 100 millions d'euros qu'il était facile de prendre sur les excédents importants de la branche AT-MP. Sur les raisons maintenant, on ne peut que s'interroger, Madame la Ministre, sur les conséquences de la suppression des CHSCT depuis les ordonnances Macron de 2017, qui, mieux que les salariés, les représentants du personnel ou les syndicats dans les entreprises pour prévenir les accidents. Or, depuis la fusion des instances et la suppression des CHSCT, on constate une diminution du nombre de comités dédiés à la santé et à la sécurité, une baisse du temps consacré à ces questions, une dilution des questions de sécurité et santé au travail. Entre 2017 et 2022, la part des questions est passée de 59 à 35%. Force est donc de constater qu'aujourd'hui, les capacités d'agir de l'ensemble des acteurs de la prévention sont considérablement affaiblies. Aujourd'hui, en France, 2 personnes meurent chaque jour dans un accident de travail. Que comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour stopper cette hécatombe silencieuse? Merci, Madame Mercier. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Madame la députée.
On a effectivement 810 morts au travail, en tout cas du régime général. Et ces 810 morts de trop, vous les comparez après à l'Union européenne. Alors, autant sur le chiffre français, on en est totalement certain. Après, je pense qu'il faut faire attention aux comparaisons européennes, notamment sur la question des trajets professionnels et des malaises. Voilà. Mais ça n'exonère en rien le chiffre français. Vous dire que depuis que je suis nommée ministre, moi, en septembre dernier, j'ai réuni le Conseil national d'orientation des conditions de travail en demandant à Bernard Thibault et Dominique Carlac, qui étaient en ligne sur la charte sociale et notamment des grands chantiers des JO, qui ont montré que sur des grands chantiers, on pouvait diviser par 4 l'accidentologie, avec aucun mort au travail sur des grands chantiers, pour créer un groupe de contact et en tirer les enseignements sur les 10 branches les plus gravement accidentogènes qui connaissent justement des morts au travail aujourd'hui. Nous avons également lancé le sujet de l'incitation des donneurs d'ordre public à intégrer dans leur politique d'achat responsable l'attention aux démarches de prévention et des risques professionnels, le renforcement de la coopération entre services judiciaires et inspections du travail en matière d'enquête à la suite d'accidents du travail graves et mortels, et puis également la mobilisation accrue du levier de la formation à la santé et sécurité au travail via l'obligation pour tout projet de certification professionnelle de prendre en compte les compétences en matière de santé et de sécurité au travail. C'est un conseil dont les conclusions ont été, le plan d'action a été salué par les partenaires sociaux et en particulier les syndicats. Donc voilà, je n'ai pas le temps malheureusement pour parler du fonds de prévention du FIPU. 8 branches ont commencé à s'approprier les choses, c'est en cours, mais c'est sûr qu'il faut qu'on accélère sur le FIPU, puisque c'est 200 millions d'euros chaque année que l'État met à la disposition des branches pour aménager les postes de travail et lutter contre l'usure professionnelle. Merci. Merci Madame la Ministre. Dernier orateur de cette séance, Monsieur Lionel Vibert. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La France qui crée de la valeur, qui innove, qui fait tourner nos usines et nos ateliers doit être soutenue. Pourtant, aujourd'hui, le travail reste trop lourdement taxé. J'ai passé ma vie professionnelle dans l'industrie et une réalité s'impose. En France, le travail n'est pas assez valorisé par rapport à l'inactivité. Le système d'allocation et de prestations sociales, bien que nécessaire, manque parfois d'incitation réelle à retrouver un emploi. Cela conduit à des difficultés de recrutement, notamment dans les secteurs en tension où certaines entreprises peinent à embaucher faute de candidats motivés. Prenons l'exemple du Danemark, où le modèle de flexi-sécurité combine une flexibilité forte pour les entreprises, une protection solide pour les salariés et des incitations strictes à la recherche d'emploi. Ce système assure une indemnisation chômage en moyenne à 80% du salaire. En contrepartie, les demandeurs d'emploi doivent attester de démarches actives, faute de quoi ils s'exposent à des sanctions appliquées 4 fois plus fréquemment qu'en France, malgré un taux de chômage presque 2 fois moindre. Depuis 2017, des avancées ont été réalisées pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. La baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression de la taxe d'habitation, les réformes en faveur de l'investissement et de la croissance vont dans le bon sens. Nous devons poursuivre cette dynamique en allégeant la charge qui pèse sur ceux qui produisent et en conditionnant mieux les aides à la recherche d'emplois effectifs. La meilleure politique pour le pouvoir d'achat, ce n'est pas d'empiler des aides et les allocations temporaires, c'est de récompenser l'effort et l'initiative. C'est ainsi que nous retrouvons une économie dynamique où chacun pourra vivre dignement du fruit de son travail. La question est simple. Comment pouvons-nous aller encore plus loin pour redonner toute sa valeur et sa juste récompense à ceux qui travaillent? Et pourquoi pas, Madame la Ministre, s'inspirer de ce qui marche chez nos voisins? Je vous remercie. Merci, Monsieur Hubert. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Écoutez, vous mentionnez le Danemark. Eh bien, je peux vous donner effectivement le taux aujourd'hui de cotisation employeur et employé qui finance la protection au Danemark. Elle est de 20%. 20% de la protection sociale danoise est financée par le travail. En France, c'est 55%. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce qu'encore une fois, et là je me tourne vers une partie de l'hémicycle, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui se traduit et en coût du travail, en compétitivité, mais également en pouvoir d'achat pour le travail, qui fait que le travail ne paye pas
assez. Ça, c'est un premier point et je pense qu'il faut qu'on se penche tous avec courage sur le financement de la protection sociale de notre pays en regardant effectivement des pays qui ont cette ambition sociale et le Danemark en fait partie. Ensuite, il y a effectivement l'amélioration du service public de l'emploi. C'est la réforme de France Travail pour vraiment aujourd'hui, que ce soit pour les bénéficiaires du RSA mais également les demandeurs d'emploi, vraiment les orienter vers des formations ou vers des immersions ou vers des formations pré-embauche. C'est vraiment toute la démarche aujourd'hui de fonctionnement du service public de l'emploi, de rapprochement des entreprises et d'offres de formation pendant la durée de recherche d'emploi. Voilà, je pense, les deux sujets absolument fondamentaux pour à la fois faire que le travail paye, inciter à pouvoir travailler plus, parce que le travail payera, mais aussi aider nos demandeurs d'emploi à trouver plus rapidement un travail en lien avec les besoins de nos entreprises. Merci. Merci Madame la Ministre. La séance de questions est terminée. Prochaine séance demain à 9 h pour l'examen de 7 propositions de loi dans le cadre de la journée réservée du groupe Les Démocrates. La séance est levée.